J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en pleine forme. Donc, bienvenue dans cette série de formations durant laquelle nous avons décidé de faire de vous des meilleurs en français. Et on le sait, en français en terminale, les élèves sont soumis à la dissertation littéraire, aux commentaires composés, au résumé de tests, etc. Mais nous, on a décidé dans cette formation de commencer avec la dissertation littéraire. Et dans la première séance, on a d'abord posé les bases de cet exercice exigeant. Quelles sont ces bases? Il s'agissait pour nous de connaître ce qu'on appelle les fonctions de la littérature. Quelles sont les fonctions de la littérature et quelles sont les différentes fonctions des éléments qui constituent la littérature en elle-même, notamment la poésie, le roman et le théâtre. Parce qu'on a très vite précisé que la plupart des sujets auxquels vous serez exposés durant l'année seront orientés, seront axés sur ces différentes thématiques, soit sur le roman, soit sur la poésie, soit sur le théâtre ou soit même sur la littérature en général. Je pense que vous l'avez mieux cerné. Donc ceux qui n'ont pas encore suivi la première séance, je vous invite à suivre la première séance avant de continuer avec celle-ci. Je pense que vous l'avez mieux cerné. Donc comme on le sait, en presque tout exercice littéraire, il y a une introduction, un développement et une conclusion. Et la dissertation littéraire n'échappe pas à cette règle. Elle se fait avec une introduction, un développement et une conclusion. Dans cette séance particulière, notamment cette deuxième séance, nous allons nous accentuer sur l'introduction de la dissertation littéraire. Comment est-ce qu'on peut parvenir à réussir cette partie de l'exercice? En leçon 2, l'introduction de la dissertation littéraire. L'introduction de la dissertation littéraire. Comment parvenir à réussir l'introduction de la dissertation littéraire? Et c'est quoi d'abord l'introduction? Quels en sont ses différents constituants? Bref, avant de poursuivre même avec cette introduction, pour clarifier bien les choses, nous allons faire un petit retour sur la dissertation littéraire. C'est quoi la dissertation littéraire en réalité? La dissertation littéraire est un exercice dans lequel on exige à ce que tu donnes ton point de vue sur une question. Ça veut dire que on vous donne un sujet et toi tu dois te prononcer là-dessus. Donc, donner ton point de vue, c'est trop dit. La dissertation littéraire, c'est un exercice, une opinion ou un sujet qu'on donne, mais tu dois te prononcer sur le sujet en question. Mais on ne le fait pas n'importe comment. Tu as un sujet et tu dois donner ton avis là-dessus, mais pas n'importe comment. Tu donnes ton avis suivant la logique de la question qui t'est posée comme consigne. Ça veut dire que lorsqu'on donne tout sujet qu'ils vont te donner, il y aura toujours une consigne, c'est-à-dire une question en fin de compte. Et cette question-là, c'est elle qui va t'orienter dans la construction de ton plan. Et donc, en fonction des différents types de questions qu'on pose à la fin, des différents types de consignes, il existe des plans appropriés. Donc, toutes les consignes ne renvoient pas forcément au même plan. Il y a des consignes qui renvoient au plan dialectique, il y a des consignes qui renvoient au plan thématique, etc. Je pense que nous allons voir cela plus tard. À présent, concentrons-nous sur ce que nous sommes en train de faire. Donc, ce qui signifie que c'est la consigne qui définit l'orientation du sujet. Une consigne mal comprise conduit à un hors-sujet. Donc, si vous avez mal compris la consigne, automatiquement, vous serez dans un hors-sujet. Je pense que vous comprenez. Je prends un exemple. Vous avez ce sujet. La romancière française Catherine Cuzet affirmait dans son roman Indigo 2013 « Je ne conçois la littérature que comme l'énoncé de la vérité au prix de la vie. Sinon, ce n'est pas la peine d'écrire. » Partagez-vous ce point de vue. Donc, vous voyez, on vous donne un sujet et on a une opinion qui est entre guillemets. Une opinion qui est entre guillemets, mais toi, tu dois te prononcer là-dessus. Mais tu ne te prononces pas n'importe comment en fonction de la consigne qui t'est posée. Donc, la consigne dit que, est-ce que vous partagez ce point de vue? Il est évident qu'une telle consigne renvoie au plan dialectique que nous connaissons tous. Je pense que vous comprenez mieux les choses. Mais concernant les consignes et les plans afférents, nous allons voir cela dans les vidéos à venir. Pour que vous ayez une base solide et que vous puissiez avoir de très bonnes notes. Donc, je le disais, pour donner notre avis, c'est-à-dire pour faire le travail de la dissertation, nous allons la diviser en 3 parties. Parce que c'est ainsi la règle dans tout exercice littéraire. Ces parties sont notamment l'introduction, le développement et la conclusion. Donc l'introduction, c'est la première partie du devoir. Là où il faut dire ses premiers mots pour commencer.
Le développement, quant à lui, c'est la deuxième partie du devoir. C'est là qu'il faut exprimer, qu'il faut argumenter et illustrer en t'organisant à la lumière de la consigne. Comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est à la lumière de la consigne qu'on arrive à faire un bon plan. La conclusion, c'est là où il faut rendre son verdict final, après des longs propos dans le développement. Donc cette structure, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion, est présente dans presque tous les exercices littéraires. Aujourd'hui, nous allons nous attarder, comme on l'a dit d'entrée de jeu, à l'introduction. Comment réussir l'introduction? Quels sont ces éléments constitutifs et comment parvenir à réussir, maîtriser ces éléments constitutifs de sorte à faire l'introduction par soi-même sans user de méthodes passe-partout et séduire ainsi le correcteur. Partie 1, la structuration de l'introduction. Donc, on l'a dit, l'introduction c'est la première partie du devoir. C'est là qu'il faut poser les premières lignes du devoir. Il faut assembler 4 grands éléments pour réussir l'introduction. Il faut rassembler 4 grands éléments pour réussir l'introduction. La première chose dont on a besoin, c'est une généralité. La généralité, c'est quoi? Ce sont les premiers mots que nous allons dire, les premières lignes du devoir. C'est là que le devoir va commencer. Parce que après la généralité, on va insérer le sujet. Et donc, notre généralité doit être de nature à faciliter l'insertion du sujet. Et pour ce faire, on doit construire une généralité qui sera autour du même thème dont parle le sujet qui nous a été donné à traiter. Ainsi, il sera facile d'insérer ce sujet en question. Vous allez comprendre ça au fur et à mesure que nous avancerons. Après la généralité vient le sujet et sa reformulation. C'est-à-dire que le sujet, nous allons insérer le sujet, mais en plus de ça, nous allons insérer la reformulation du sujet. Après ça vient la problématique. Après la problématique vient maintenant le plan. Donc, nous allons commencer avec la généralité. Mais avant tout propos, je tiens à préciser une chose. La généralité, le sujet et sa reformulation, la problématique et le plan, tous ces éléments, il n'en existe pas de standard. C'est-à-dire qu'il n'en existe pas de passe-partout. Une généralité passe-partout, un sujet et sa reformulation passe-partout, une problématique passe-partout, un plan passe-partout. Non, il n'en existe pas de standard. Tous ces éléments, il n'en existe pas de standard. Un sujet X n'aura pas la même généralité avec un sujet Y. Un sujet X n'aura pas la même thèse ni la même reformulation qu'un sujet Y. Un sujet X n'aura pas la même problématique avec un sujet Y. Un sujet X n'aura pas le même plan avec un sujet Y. Raison pour laquelle il faut maîtriser la méthode. Et pour y arriver, il faut bien suivre ce que nous allons faire au pas à pas. Donc la généralité. Toute l'introduction commence par la généralité. Si votre généralité est réussie, c'est que vous avez compris le sujet. Et je pense que vous n'aurez pas de problème. La généralité va consister à partir d'une situation, d'une idée qui va mettre en contexte le sujet. On nous a donné un sujet, bien précis, mais le sujet là, il traite d'une thématique bien précise. Et donc, dans notre généralité, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à mettre en contexte ce sujet, à la lumière de la thématique dont le sujet fait mention. Vous comprenez un peu? Ça dit que, comme vous devez insérer le sujet, vous devez dire quelque chose plus haut qui va donner l'opportunité d'insérer le sujet en question. Donc, tout ce que vous allez dire plus haut, les premières lignes que vous allez poser doivent être de nature à faciliter l'insertion du sujet. Ce qui sous-entend que vous devez aborder dans les premières lignes des choses qui sont en rapport avec le sujet, de sorte que lorsqu'on amène le sujet, il y a une sorte de cohérence, une sorte de logique. Et ce que vous dites plus haut doit être en rapport avec le sujet. Si le sujet parle de l'art, alors votre généralité doit aller dans le sens de l'art, de sorte à ce qu'il y ait une cohérence lorsque vous insérez le sujet. Donc, vous n'allez pas faire une généralité qui est en rapport avec le roman alors que le sujet traite de la littérature en général. Vous n'allez pas faire une généralité qui est en rapport avec la poésie alors que le sujet parle du théâtre. Donc attention, la généralité c'est quoi? La généralité ce sont les premières lignes du devoir. Et ces premières lignes-là doivent être construites de sorte à mettre en lumière
les éléments dont il est question dans le sujet. Ainsi, lorsqu'on va insérer le sujet, il y aura une sorte de cohérence et de logique. Exemple. On a le sujet suivant. La romancière française Catherine Cuzet affirmait dans son roman Indigo: « Je ne conçois la littérature que comme l'énoncé de la vérité, au prix de la vie. Sinon, ce n'est pas la peine d'écrire. » Partagez-vous ce point de vue? Donc voici ce que la romancière dit. Elle dit que pour elle, la littérature, là, c'est pour énoncer la vérité. Sinon, ce n'est pas la peine d'écrire. Donc pour elle, on écrit pour dire des vérités percutantes, révéler des choses cachées dont personne n'ose en parler, ouvrir les yeux des gens. Ce qui renvoie en réalité à la fonction engagée de la littérature. Parce qu'elle dit, je ne conçois la littérature que comme l'énoncé de la vérité. Mais attention, ce n'est pas parce que ils ont dit la romancière que vous allez penser que le sujet traite du roman. Non, la romancière, ça c'est sa fonction. Mais le sujet, en réalité, là où il faut regarder pour voir de quoi il est question en réalité dans le sujet, c'est ce qui se trouve entre guillemets. Et entre guillemets, on voit qu'elle dit, bien qu'elle soit romancière, mais elle dit qu'elle ne conçoit la littérature que comme l'énoncé de la vérité. Donc le sujet, en réalité, parle de la littérature. Mais elle dit quoi sur la littérature? Elle dit que la littérature, c'est pour énoncer la vérité. Énoncer la vérité, c'est pour dire ce qui est caché dont personne n'ose en parler, éveiller les consciences. En un mot, ce qui renvoie à la fonction engagée, la fonction de lutte de la littérature. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire une généralité ou deux généralités comme ça avec ce sujet pour vous permettre de mieux comprendre comment il faut amorcer la généralité. Donc, comme ici, elle parle de la littérature comme un moyen pour dire la vérité, révéler les choses cachées en ce moment précis, nous, notre généralité va aller dans ce sens. On va construire des phrases, on va dire des propos en haut, mais qui va aller dans le sens du sujet pour nous permettre de l'insérer facilement. Donc, qu'est-ce qu'on dira? On a construit deux exemples de généralité possibles. La généralité, il y en a une multitude, une infinité. Autant il y a d'élèves, autant il y a de personnes sur la terre, autant il y aura de généralités. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dire la vérité demande une audace profonde, car elle peut déranger, bousculer les certitudes et exposer des vérités, des réalités souvent occultées. Dans une société parfois aveugle aux mots qui la rongent, certains écrivains dans l'ombre brandissent leur plume comme une arme pour révéler des vérités percutantes. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Puisque l'auteur dit qu'elle ne conçoit la littérature que comme l'énoncé de la vérité au prix de la vie, sinon pas la peine d'écrire. Pour elle, la fonction de la littérature se résume à dénoncer les choses cachées, à révéler des vérités percutantes. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre généralité, on va dire des choses qui sont en rapport avec la vérité de la littérature. En rapport avec ce que les littéraires font lorsqu'ils écrivent, quand ils dénoncent des choses percutantes. Et on a réussi, parce qu'on a dit que dans l'ombre, certains écrivains brandissent leur plume comme une arme pour révéler des vérités percutantes. Ainsi, notre sujet qui aborde la littérature comme moyen de dénoncer des vérités, de révéler des vérités, sera inséré facilement parce que notre généralité parle de quelque chose qui est mentionné en réalité dans notre sujet. Je pense que vous comprendrez les choses et au fur et à mesure, vous allez mieux appréhender comment les choses doivent se dérouler. La deuxième possibilité que nous avons énumérée, c'est-à-dire une autre généralité, on a dit tout simplement que les livres ont souvent été des armes de dénonciation et de lutte au sein de la société. Raison pour laquelle plusieurs écrivains restent convaincus que la vocation de la littérature reste la lutte. C'est en ce sens que, et puis vous voyez, et puis maintenant on énonce le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Certains écrivains restent convaincus que la vocation de la littérature reste la lutte. Or, Catherine Cuzet, ce qu'elle disait, c'est qu'elle ne conçoit la littérature que comme l'énoncé de la vérité au prix de la vie, sinon pas la peine d'écrire. Donc, l'énoncé de la vérité, c'est révéler les choses dont personne n'ose en parler, c'est éveiller les consciences. En un mot, c'est la fonction de lutte. Et donc, lorsqu'on dit que la vocation de la littérature ici reste la lutte, ça nous permet d'insérer facilement et avec cohérence le sujet dans le futur. Je pense que vous comprenez mieux les choses. Nous allons prendre un deuxième sujet. Sujet numéro 2. Nous allons faire deux généralités aussi avec ça.
Donc, le sujet c'est Michel Raymond dans l'introduction à son ouvrage intitulé Le roman écrit. Le succès du roman, la faveur dont il jouit auprès du public, l'intérêt qu'il suscite chez les lecteurs tiennent du fait qu'il nous livre à la fois des prestiges de l'imaginaire et les saveurs du réel plutôt. La consigne, en vous appuyant sur vos lectures d'œuvres, justifiez cette affirmation. Donc ici, il dit que si le roman a réussi, si le roman parvient à gagner le cœur d'une multitude de personnes, c'est tout simplement parce que le roman, non seulement il a un ancrage dans le réel, mais aussi il puise des éléments de l'imaginaire. Donc le roman, il est basé sur la fiction et le réel, les deux à la fois. Ce qui fait que le roman a réussi. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire une généralité qui aborde dans le même sens, ce qui va nous permettre d'insérer facilement le sujet et puis bon, de partir. Qu'est-ce qu'on pourra dire? La possibilité numéro 1, on dira, le roman est un genre littéraire qui fascine par sa double nature. Il offre au lecteur une immersion dans un univers imaginaire tout en lui permettant de retrouver des échos du réel. Donc on voit la double nature, l'imaginaire et le réel. La possibilité numéro 2, qu'est-ce qu'on pourra dire? Lorsqu'on lit les ouvrages romanesques, on nous trouve souvent deux dimensions, l'imaginaire et le réel. Donc, ce qui fait que on pourra insérer facilement le sujet. Je pense que vous comprenez un peu mieux les choses. Nous allons passer maintenant à l'insertion du sujet et sa reformulation. Chapitre 2, l'insertion du sujet et sa reformulation. Donc, après la généralité, il faut passer à l'insertion du sujet, puis la reformuler. Ce qui signifie que vous allez reprendre le sujet dans ses mots, puis les redire en ses propres mots. Pour ce faire, il va falloir avoir la bonne formule, la formule idéale. Ça dit quoi? Lorsque vous finissez votre généralité, après la généralité, le sujet, ce qui est entre guillemets, vous allez insérer cela. Et une fois l'avoir inséré, vous devez aussi reformuler cela, dire cela dans votre propre langage de façon claire pour que cela soit plus compréhensible. Et pour ce faire, il faut utiliser la bonne méthode. Reformuler le sujet, c'est une chose, mais avoir la formule idéale pour insérer cette reformulation dans notre introduction, c'est encore une autre chose. Et il faut avoir la formule idéale pour insérer le sujet. Il faut aussi avoir la formule idéale pour insérer sa reformulation. Pour insérer le sujet, vous pouvez utiliser « c'est en ce sens que tel auteur affirme ». C'est pour donner son point de vue sur ce thème tant débattu que tel auteur affirme. C'est dans cette optique que tel auteur affirme, etc., etc. Il y a une infinité de moyens d'insérer le sujet. Voilà. Mais attention, on peut vous donner des sujets dans lesquels il n'existe ni le nom de l'auteur pour même prétendre en parler du nom de l'ouvrage. Donc, vous ne pourrez pas évidemment dire c'est en ce sens que tel auteur affirme, c'est-à-dire le nom de l'auteur affirme. Donc, ces cas de figure, nous allons les voir plus tard. Donc, pour insérer la reformulation du sujet, vous pouvez utiliser en d'autres termes, autrement dit, pour le dire autrement, ce qui revient à dire que, en clair, etc. Donc, nous allons faire des pratiques avec les généralités qui ont été construites plus haut et puis nous allons insérer les sujets et leurs reformulations pour vous permettre de mieux appréhender les choses et suivre la logique de notre argumentation. Pratique avec insertion du sujet. La romancière française Catherine Cuzet affirmait dans son roman Indigo, « Je ne conçois la littérature que comme l'énoncé de la vérité au prix de la vie, sinon ce n'est pas la peine d'écrire. » Partagez-vous ce point de vue? Donc, la reformulation que nous avons trouvée, c'est la vocation de la littérature, c'est de dénoncer les injustices sociales. Pourquoi une telle reformulation? Parce que pour elle, elle dit qu'elle ne conçoit la littérature que comme l'énoncé de la vie, de la vérité au prix de la vie. Sinon, ce n'est pas la peine d'écrire. Donc pour elle, lorsqu'on écrit, c'est forcément pour dire des vérités cachées dont personne n'ose en parler. Pour elle, la vocation de la littérature se résume dans l'énoncé de la vérité. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? La vocation de la littérature, c'est de dénoncer les injustices sociales. En un mot, c'est de dénoncer la vérité. C'est révéler les vérités cachées. Voilà, c'est un peu cela. Je pense que vous comprenez mieux les choses. Et donc, avec ces généralités qui ont été construites, à partir de ce sujet particulier, nous allons insérer le sujet et la reformulation. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Dans la première généralité, on a dit « Dire la vérité demande une audace profonde.
car elle peut déranger, bousculer les certitudes et exposer les réalités souvent occultées. Dans une société parfois aveugle aux mots qui la rongent, certains écrivains dans l'ombre brandissent leur plume comme une âme pour révéler des vérités percutantes. C'est en ce sens que Catherine Cusé affirme dans son roman Indigo ceci: je ne conçois la littérature que comme l'énoncé de la vérité, au prix de la vie, sinon ce n'est pas la peine de crier. Vous voyez, en d'autres termes, la vocation de la littérature, c'est essentiellement dénoncer les injustices sociales. Donc on a trouvé la formule idéale pour insérer le sujet en fonction de ce que nous avons dit plus haut, mais aussi une formule idéale pour insérer la reformulation. Donc, avec la deuxième possibilité de généralité, on avait dit que les livres ont souvent été des armes de dénonciation et de lutte au sein de la société, raison pour laquelle plusieurs écrivains restent convaincus que la vocation de la littérature reste la lutte. Ainsi, pour aussi donner sa position sur la question, Catherine Cusé s'exprime dans son roman Indigo en ces termes: je ne conçois la littérature que comme l'énoncé de la vérité, au prix de la vie, sinon ce n'est pas la peine d'écrire. Pour dire autrement, la vocation de la littérature, c'est essentiellement dénoncer les injustices sociales. Voilà, c'est un peu cela. Excusez-moi, dans ce roman Indigo, on devait souligner, mais bon, je pense que vous allez le faire. Donc, pratique, insertion du sujet et sa reformulation avec le deuxième sujet. On a dit que Michel Raymond, dans l'introduction à son ouvrage intitulé Le roman, écrit: le succès du roman, la faveur dont il jouit auprès du public, l'intérêt qu'il suscite chez les spectateurs, chez les lecteurs plutôt, tiennent du fait qu'il nous livre à la fois les prestiges de l'imaginaire et les saveurs du réel. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que si le roman a réussi, si le roman a réussi à gagner le cœur d'une multitude de personnes, c'est parce que le roman est basé sur l'imaginaire, mais aussi sur le réel. En d'autres termes, comme reformulation, on pourra dire que le succès du roman réside dans le fait qu'il est à la fois basé sur la fiction, l'imaginaire et la réalité. Voilà, c'est un peu cela. Donc, nous allons insérer ça, le sujet et sa reformulation, pour vous permettre de mieux comprendre. Donc, le roman est un genre littéraire qui fascine par sa double nature. Il offre au lecteur une immersion dans un univers imaginaire tout en lui permettant de retrouver des échos du réel. Donc, vous voyez, on a construit une généralité en lien avec le sujet. On dit alors, c'est pour cette raison que Michel Raymond écrit dans l'introduction à son ouvrage intitulé Le roman ces mots: le succès du roman, la faveur dont il jouit auprès du public, l'intérêt qu'il suscite chez les lecteurs tiennent du fait qu'il nous livre à la fois des prestiges de l'imaginaire et les saveurs du réel. Autrement dit, le succès du roman réside dans le fait qu'il est à la fois basé sur la fiction et la réalité. Voilà, c'est un peu cela. Donc, on va insérer ça avec la deuxième possibilité de généralité qu'on a construite. On dira, lorsqu'on lit les ouvrages romanesques, on y trouve souvent deux dimensions, l'imaginaire et le réel. C'est sans doute ce qui pousse Michel Raymond à déclarer dans l'introduction à son ouvrage intitulé Le roman, ces mots: le succès du roman, la faveur dont il jouit auprès du public, l'intérêt qu'il suscite chez les lecteurs tiennent du fait qu'il nous livre à la fois les prestiges de l'imaginaire et les saveurs du réel. Donc, en clair, nous allons reprendre le sujet en autres mots. Le succès du roman réside dans le fait qu'il est à la fois basé sur la fiction et la réalité. Voilà, c'est un peu cela. Donc, à présent, je pense que l'explication est claire. Vous pouvez construire une généralité et la généralité doit être de nature à faciliter l'insertion du sujet. Et une généralité qui facilite l'insertion du sujet, c'est une généralité qui aborde dans le sens ou qui aborde une thématique qui a un rapport avec le sujet. Ce qui fait que lorsqu'on insère le sujet, il n'y a pas de décalage. Il y a certains élèves aussi qui construisent la généralité à partir des opinions diverses ou contradictoires. Ça aussi, c'est possible. Il y a une infinité de constructions de généralité. Vous avez compris à présent comment construire une généralité. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est la problématique. Donc, on a construit la généralité, on sait insérer le sujet et sa reformulation, il reste la problématique, bien entendu. Nous sommes au grand 3 maintenant de notre étude, notamment la problématique. Donc, après la généralité vient l'insertion du sujet et sa reformulation. Après cela vient la problématique.
C'est quoi la problématique? La problématique, c'est l'ensemble des problèmes que l'on peut dégager d'un sujet, d'un énoncé, et auquel le devoir doit apporter des éléments de réponse. Elle permet de mettre en tension les idées, d'ouvrir un débat intellectuel et de guider le développement de la réflexion. En d'autres termes, elle sert à identifier ce qui est en jeu dans le sujet, les enjeux, les paradoxes, les interrogations cachées, etc. Je pense que ça vous paraît actuellement flou, mais vous allez mieux comprendre après les explications. Donc la problématique, c'est quoi? On vient de le préciser. C'est un ensemble de problèmes que pose le sujet qui fait l'objet de notre investigation. Et très souvent, la problématique, ce n'est pas une seule question. La problématique, généralement, c'est un ensemble de questionnements, mais qui sont des problèmes dont on doit traiter. Et ces questionnements-là sous-entendent en réalité une sorte de débat autour du sujet qui nous a été donné. Et donc, on parle de problématique. Mais ici, qu'est-ce que nous allons faire? La problématique en dissertation littéraire, elle peut se faire de deux façons. Je le précise. Elle peut se faire de deux façons. La première façon, c'est que quoi? On peut la poser sous une forme de question unique. Une seule question qu'on pose. Mais cette question-là, en réalité, bien qu'elle soit unique, donne à interroger, suscite des réflexions profondes et invite à faire un travail rigoureux. Voilà. La deuxième possibilité de faire la problématique, c'est prendre par exemple la thèse et l'antithèse possible. Donc la thèse qui existe déjà et l'antithèse apparente qu'on peut en trouver. Et donc ces deux positions-là, on va les affronter entre elles. Et donc on va mettre la thèse sous forme de questionnement et l'antithèse sous forme de questionnement. Et donc on va les opposer entre les deux. Ça va constituer une sorte de débat. Donc on a notre problématique. Donc la problématique ici peut se faire sous une forme de question unique ou en deux questions opposées. Donc vous avez le choix. Mais chaque choix que vous allez faire aura ses propres implications. Donc je pense que vous allez mieux comprendre. Donc comme je le disais, deux manières de formuler la problématique. La première façon de faire la problématique, c'est quoi? C'est par une question principale qui ouvre deux pistes. Même si on ne dit pas ouvertement, mais elle peut ou donner naissance à deux pistes de réflexion. Cette question principale, on peut dire par exemple, la vocation de la littérature réside-t-elle dans l'énoncé de la vérité? Ça ici, c'est une problématique. Même si cette question est unique, elle fait naître deux réponses possibles. La première, c'est que la littérature sert à dire la vérité, comme le sujet laisse entendre. Mais la deuxième, c'est qu'elle peut aussi divertir, elle peut émouvoir, elle peut dénoncer, elle peut faire rêver. Donc, cette problématique ouvre un débat parce qu'elle suggère une alternative à examiner. Donc, ça, c'est une possibilité de problématique. Donc, je pense que vous comprenez mieux. La deuxième possibilité de faire la problématique, c'est quoi? C'est par la formulation en deux questions qui reprennent en réalité la thèse et l'antithèse. Donc la thèse qu'on connaît et l'antithèse qui va constituer pour nous la deuxième partie de notre travail qu'on connaît, on va les reprendre sous forme de questions et puis bon, les opposer entre elles. Alors ça va constituer pour nous ce qu'on appelle la problématique. Le débat, il est apparent, il est clair. Donc, exemple, avec le sujet où l'auteur disait que elle ne conçoit la littérature que comme l'énoncé de la vérité, sinon ce n'est pas la peine d'écrire. Donc pour elle, donc en thèse, la littérature cherche à dire la vérité. Mais est-ce que c'est ça uniquement? Donc en antithèse, on peut dire que non. La littérature, au-delà de la vérité, au-delà de dire la vérité, elle a aussi d'autres vocations, d'autres fonctions. Donc, on va les reprendre sous forme de questions. Et lorsqu'on reprend sous forme de questions, voici ce qu'on dit. Dans quelle mesure la littérature cherche-t-elle à dire la vérité? N'a-t-elle pas aussi d'autres vocations en dehors de cet aspect particulier? Et donc, vous voyez que ces deux questions constituent en fait deux points de vue apparemment opposés, mais qui doivent en réalité se compléter. Donc, cette méthode met directement en dialogue deux points de vue, en intégrant la nuance dans la formulation. Donc, voici les deux possibilités de faire la problématique en dissertation littéraire. Maintenant, après la problématique, il faut faire le plan. Comment allier la problématique au plan? Parce que c'est après la problématique que vient le plan. Comment est-ce qu'on peut allier cette problématique qu'on construit avec le plan? Eh bien,
comment relier la problématique au plan dans la dissertation? Donc, il y a deux façons de relier. La première façon, c'est lorsque la problématique est faite à deux questions opposées. Exemple, quand la problématique est formulée par deux questions opposées. Exemple, dans quelle mesure la littérature cherche-t-elle à dire la vérité? Mais n'a-t-elle pas aussi d'autres vocations en dehors de cet aspect particulier? Ces deux questions mettent déjà en évidence les deux axes de réflexion. Lorsqu'on regarde, c'est vrai qu'il s'agit de deux questions, mais à l'intérieur de ces deux questions, on perçoit automatiquement les deux axes de réflexion. Lorsqu'on lit, on voit que la première partie va consister à dire la vérité, donc la littérature dit la vérité, révèle la vérité. En deuxième partie, la littérature a d'autres vocations en dehors de cet aspect particulier. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ces deux questions mettent déjà en évidence les deux axes de réflexion. Donc, ce type de formulation implique naturellement le plan, parce que chaque question correspond à une partie du devoir, la thèse et l'antithèse. Donc, la thèse correspond à une première partie du devoir et l'antithèse correspond à une deuxième partie du devoir. Donc, quelle est la conséquence, l'implication qui va en découler? Le résultat, donc, c'est qu'on n'a plus besoin de préciser le plan après. Il est déjà visible en filigrane. Donc, dans la problématique, le plan est visible en filigrane. Donc, pas besoin d'énoncer encore un plan. Donc, ça, c'est lorsque on fait la problématique sous forme... Lorsque la problématique est faite sous forme de deux questions opposées. Dans ce cas de figure, le plan, on ne le précise plus. Parce que les deux questions opposées renvoient en réalité aux deux parties du devoir que nous allons exposer dans le travail. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est quand la problématique est une seule question ouverte. On l'a vu, on a dit que la problématique pouvait être une seule question ouverte. Dans ce cas de figure, il peut s'agir par exemple, la littérature doit-elle dire la vérité? C'est un exemple de problématique que je mets. Dans cette question, donc cette question soulève un débat. Mais quand on regarde bien, elle n'indique pas directement le plan. Donc, il est donc nécessaire de formuler clairement juste après pour guider le lecteur. Donc, après une telle problématique, si vous avez fait une problématique à une seule question, à une question unique et ouverte, dans ce cas de figure, vous allez construire un plan pour guider le correcteur dans votre travail. Et ce plan-là, il y a deux façons de le faire. La première façon de formuler le plan après une problématique ouverte, c'est sous forme interrogative. Donc, on va prendre la thèse et l'antithèse que nous allons reprendre cela sous forme interrogative. Par exemple, dans quelle mesure la littérature cherche-t-elle à dire la vérité? Mais n'a-t-elle pas aussi d'autres vocations en dehors de cet aspect particulier? L'avantage, c'est qu'on reste dans le style débat. Maintenant, sous forme affirmative, on peut dire aussi que dans les lignes qui suivront, nous examinerons les raisons qui fondent les convictions de l'auteur. Après quoi, nous verrons si, en dehors de cet aspect évoqué par l'auteur, la littérature n'a pas d'autres fonctions. Vous voyez que c'est clair. Et donc, on n'a pas donné de réponse claire dans le plan. Donc, certaines personnes, lorsqu'ils font le plan sous forme affirmative, ils donnent eux-mêmes leur réponse déjà. Quand vous faites un plan comme ça, le correcteur n'est plus obligé de lire votre copie parce que vous avez déjà fait votre plan. Dans votre plan, vous avez déjà fini le travail en énonçant votre point de vue. Des plans comme par exemple, dans la première partie de notre travail, nous allons voir que la littérature a une fonction engagée et dans la deuxième partie, nous allons voir que la littérature a d'autres fonctions. Mais nous allons donc, tu es en train d'affirmer que la littérature a une fonction engagée et la littérature a d'autres fonctions. Donc, plus la peine de continuer, ton devoir prend fin dans l'introduction. Donc, le reste de la copie ne mérite plus d'être corrigé. Donc, soyez plus implicite lorsque vous énoncez votre plan sous forme affirmative. Et donc, ne donnez pas automatiquement votre point de vue, mais gardez le suspense. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire du plan? Donc, en résumé, si la problématique est déjà divisée en deux questions, le plan est déjà implicite. Il est déjà visible en filigrane, pas besoin de construire un autre plan à côté. Mais si la problématique est une question unique, dans ce cas de figure, le plan doit être explicité, soit sous forme de questions opposées, soit avec une phrase affirmative qui est structurante.
Je pense que vous avez compris. Et donc, nous avons fini cette première partie qui consistait à éclairer, à donner un éclairage sur les éléments constitutifs de l'introduction. Comment les réussir. Maintenant, passons à la deuxième partie où nous allons faire quelques exemples, quelques pratiques avec les différents éléments que nous avons vus afin de vous permettre de mieux appréhender les choses. Donc, en partie 2, quelques exemples de pratiques sur l'introduction. On a choisi de se faire 3 sujets. Le premier sujet, le voici. La romancière française Catherine Cuzet affirmait, on connaît déjà ce sujet. Voici le deuxième sujet. Le deuxième sujet, ça c'est le baccalauréat 2025 Côte d'Ivoire. Et le troisième sujet, voici le troisième sujet. Je pense qu'on a déjà vu tout au long de la méthodologie de l'introduction. Donc nous allons aller au pas à pas en commençant avec le sujet 1. Donc le premier sujet, le voici. La romancière française Catherine Cuzet affirmait dans son roman Indigo: « Je ne conçois la littérature que comme l'énoncé de la vérité au prix de la vie. Sinon, ce n'est pas la peine d'écrire. » Partagez-vous ce point de vue. Donc pour elle, lorsqu'on écrit, c'est pour dire la vérité. Révéler des vérités percutantes cachées. Donc dénoncer les choses qui existent, dont personne n'ose en parler. Sinon, si ce n'est pas cela pour elle, ça ne vaut pas la peine d'écrire. Donc pour elle, la vocation de la littérature se résume dans l'énoncé de la vérité, dans la dénonciation des tares et des maux qui existent au sein de la société. Donc en un mot, il est question ici de la vocation ou finalité de la littérature. Donc nous, on va se donner un thème. Donc le thème à la lumière du sujet qui nous a été donné, c'est la finalité de la littérature ou la vocation de la littérature. La reformulation qu'on a donnée au sujet, parce que pour elle, elle ne conçoit la littérature que comme l'énoncé de la vérité. Donc ce qui veut dire que la vocation de la littérature, c'est essentiellement dénoncer les injustices sociales. Donc la problématique, on a décidé de faire la problématique sous une forme de question unique. Dans ce cas de figure, on a dit que la vocation de la littérature consiste-t-elle à dénoncer les injustices sociales? Donc le plan, qu'est-ce qu'on a dit? On dira, dans les lignes qui suivront, nous examinerons les raisons qui fondent les convictions de l'auteur. Après quoi, nous verrons si en dehors de cet aspect évoqué par l'auteur, la littérature n'a pas d'autre fonction. Donc vous voyez clairement que le plan il est clair. On n'a pas dit que dans la première partie du devoir, nous allons voir que la littérature a une fonction engagée et dans la deuxième partie, on va voir que la littérature a d'autres fonctions. Non, nous ne sommes pas restés dans l'affirmative, mais on a été subtil en se projetant. Je pense que vous comprenez mieux les choses. Donc l'introduction qui en découle est celle-ci. Les livres ont souvent été des armes de dénonciation et de lutte au sein de la société. Raison pour laquelle plusieurs écrivains restent convaincus que la vocation de la littérature reste la lutte. Ainsi, pour aussi donner sa position sur la question, Catherine Cuzet s'exprime dans son roman Indigo, souligné Indigo, en ces termes. Je ne conçois la littérature que comme l'énoncé de la vérité au prix de la vie, sinon ce n'est pas la peine d'écrire. Trouve la formule pour insérer la reformulation. Pour dire autrement, la vocation de la littérature, c'est essentiellement dénoncer les injustices sociales. Dès lors, la vocation de la littérature consiste-t-elle à dénoncer les injustices sociales? Dans les lignes qui suivront, nous examinerons les raisons qui fondent les convictions de l'auteur. Après quoi, nous verrons si, en dehors de cet aspect évoqué par l'auteur, la littérature n'a pas d'autre fonction, d'autre vocation. C'est un peu cela. On passe au deuxième sujet. Donc le sujet numéro 2, c'est l'écrivain français Henri Guéfélec dans le journal littéraire et artistique Les Nouvelles littéraires, paru le 16 janvier 1961, écrit: l'œuvre littéraire se crée, comme toute chose en ce monde, à partir de matériaux empruntés à la vie. Expliquez et discutez cette opinion de Henri Guéfélec en vous appuyant sur des œuvres littéraires lues ou étudiées. Donc l'œuvre littéraire ici renvoie en effet à la production littéraire, à la littérature. Donc c'est créé, on peut dire se produit, s'inspire. Les matériaux empruntés de la réalité. Lorsqu'on parle de matériaux ici, on ne fait pas allusion aux outils de travail du mécanicien, du menuisier, du quartier. Non. Il s'agit ici des matériaux dont se servent les littéraires pour produire leurs œuvres romanesques ou théâtrales ou poétiques, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ces matériaux, en réalité, ce sont les événements qu'ils racontent, les événements parfois réels qu'ils racontent dans leurs ouvrages. Ce sont des faits parfois réels qu'ils racontent dans leurs ouvrages. Ce sont tout ce qui est en rapport avec la vie dont ils parlent dans leurs ouvrages. Donc, dans leurs ouvrages peut exister
notamment des endroits qui sont réels, donc ils décrivent. Il peut exister aussi des personnages réels, il peut exister aussi des événements réels, donc empruntés à la vie. Donc, excusez-moi ici, si j'ai dit matériaux empruntés de la réalité, c'est plutôt matériaux empruntés à la vie, parce qu'il était écrit ici, empruntés à la vie. Voilà. Donc, on peut reformuler ça d'abord des faits issus de la réalité, des personnages réels ou bien même des événements réels, des endroits réels, etc. Donc, la reformulation, on pourrait dire que la production littéraire s'inspire de la réalité. Donc, la problématique, on a décidé encore une fois de plus de faire la problématique sous forme de questions uniques. Mais le plan sera sous forme interrogative. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La littérature s'inspire-t-elle toujours de la réalité? Voilà. Donc, le plan, dans quelle mesure la littérature s'inspire-t-elle de la réalité? Cependant, ne se démarque-t-elle pas souvent de cette même réalité? Parce qu'on le sait, dans la thèse, la littérature s'inspire de la réalité. Et dans l'antithèse, la littérature va se démarquer automatiquement de la réalité. Donc, on colle ça, on reformule ça sous forme interrogative et on trouve un plan approprié. Donc, l'introduction, on dira alors: la question de la place de la réalité dans la création littéraire est elle-même une préoccupation majeure au sein des auteurs. La position des auteurs sur ce thème bien précis varie d'un auteur à un autre. Ainsi, en vue de clarifier les choses et apporter son point de vue sur ce thème tant débattu, l'écrivain français Henri Guéfelec s'exprime dans le journal littéraire et artistique Les Nouvelles littéraires, paru le 16 janvier 1961 en ces termes. L'œuvre littéraire se crée, comme toute chose en ce monde, à partir des matériaux empruntés à la vie. En d'autres termes, la production littéraire s'inspire de la réalité. Dès lors, l'œuvre littéraire s'inspire-t-elle toujours de la réalité? L'analyse de cette problématique exige de prendre en compte les questions suivantes. Dans quelle mesure la littérature s'inspire-t-elle de la réalité? Cependant, ne se démarque-t-elle pas souvent de cette même réalité? Je pense que vous avez compris un peu les choses. Passons maintenant au troisième sujet. Sujet numéro 3. Michel Raymond, dans l'introduction à son ouvrage intitulé Le roman, écrit: le succès du roman, la faveur dont il joue auprès du public, l'intérêt qu'il suscite chez les lecteurs tiennent du fait qu'il nous livre à la fois des prestiges de l'imaginaire et les saveurs du réel. Consigne, en vous appuyant sur vos lectures d'œuvres, justifiez cette affirmation. Donc ici, on va remplacer la consigne, on va mettre plutôt expliquer et discuter cette affirmation. Parce que cette consigne renvoie à un autre type de plan que nous allons faire plus tard. Donc, changeons la consigne. Nous allons prendre expliquer et discuter cette affirmation. Donc, la reformulation, qu'est-ce qu'on a pu dire? Pour lui, si le roman a réussi à gagner le cœur d'une multitude de personnes, c'est tout simplement parce qu'il est basé sur l'imaginaire, mais il est aussi basé sur la réalité. Il combine les deux dimensions. Donc, la reformulation, qu'est-ce qu'on dit? Le succès du roman réside dans le fait qu'il est à la fois basé sur la fiction et la réalité. Donc la problématique, qu'est-ce qu'on a décidé ici? On a décidé de faire la problématique sous forme de deux questions. Deux questions qui vont s'opposer. Le plan, la thèse et l'antithèse qui nous vont remettre ça en question pour constituer notre problématique et on voit là-dedans un débat. On dira, dans quelle mesure le succès du roman titille sa source dans sa double dimension de fiction et de la réalité? Mais cette réussite du roman n'est-elle pas aussi due à d'autres facteurs? Voilà, c'est un peu cela. Donc, en première partie, c'est comme si la réussite du roman tire sa source dans sa double dimension de fiction et de réalité. Et en deuxième partie, on dira que la réussite du roman est due à d'autres facteurs. Est aussi due à d'autres facteurs. Voilà, c'est un peu cela. Donc, vous voyez, on ne fera pas de plan parce que ça se termine sur la problématique. Et cette problématique, on la construit sous forme de deux questions opposées. Et ces deux questions opposées-là, en filigrane, se dessine le plan en question. Donc, plus besoin d'énoncer un plan en fin de compte. Je pense que vous comprenez mieux les choses. On passe maintenant à l'introduction proprement dite. Donc, introduction sujet 3. Lorsqu'on lit les ouvrages romanesques, on y trouve souvent deux dimensions, l'imaginaire et le réel. C'est sans doute ce qui pousse Michel Raymond à déclarer dans l'introduction à son ouvrage intitulé Le roman, ces mots. Le succès du roman, la faveur dont il joue auprès du public, l'intérêt qu'il suscite chez les lecteurs tiennent du fait qu'il nous livre à la fois des prestiges de l'imaginaire et les saveurs du réel. En clair, le succès du roman réside dans le fait qu'il est
à la fois basée sur la fiction et la réalité. Dès lors, dans quelle mesure le succès du roman tire-t-il sa source dans sa double dimension de fiction et de réalité? Mais cette réussite du roman n'est-elle pas due aussi à d'autres facteurs? Donc vous voyez ici, ça c'est la problématique, mais en même temps en arrière-plan, on voit le plan parce que la problématique telle qu'elle a été amenée suggère les deux grandes parties automatiquement. Donc plus besoin d'énoncer un plan, on se termine à là. Je pense que vous avez compris. Donc nous sommes ici à la fin de cette deuxième séance et donc nous allons débuter la première leçon, la deuxième leçon. Je pense que vous avez mieux appréhendé les choses. À présent, on se retrouve dans une prochaine séance où nous allons poursuivre dans cette logique. Je pense qu'elle vous a plu et mettez vos impressions dans les commentaires de cette vidéo. Ciao, bye.